Dans ma recherche sur ce qui avait été dit sur la Grande Pyramide, j'avais laissé de côté des éléments qui prenaient d'un coup tout leur sens. En fait, la pyramide séparait les terres émergées de la Terre en deux surfaces égales, faisant encore de Gizeh le point central de la planète. Ce que confirma mon informateur en me montrant qu'elle est une maquette de l'hémisphère nord de notre planète, chose qui se vérifie par les calculs. Cette dimension est aussi la distance moyenne parcourue par un point sur l'équateur en une seconde. C'est donc une donnée. Autant d'informations. Et pourtant, tout ce que mon informateur affirmait se vérifiait. J'entendais déjà résonner à grands pas l'argument du tabouret de cuisine, ou même pire, de la brosse à dents. On peut prendre n'importe quel objet. Entre une brosse à dents et une locomotive à vapeur, vous trouvez Hasard, les croyants la main de Dieu, mais moi je ne voyais que cette accumulation impressionnante de faits. Et comme le rappelle l'écrivain Aldous Huxley, même ignorés, les faits restent des faits. Tout ceci venait évidemment en totale contradiction avec ce que l'on croyait être le passé de notre bien ne servait de perdre son temps à les étudier dans la Grande Pyramide. Cette pièce qui ne payait pas de mine était pourtant un chef-d'œuvre de conception, doublé d'un chef-d'œuvre de en bas, le chiffre donné par la pyramide. J'ai pas d'autres commentaires à faire. Vous pensez probablement que... Des coups de chance, mais faire autant de coups de chance avec un objet aussi gros, c'est très perturbant. On pouvait continuer à penser que tout ce que nous avions vu était seulement le fruit du hasard, que la Grande Pyramide était bien le tombeau de Khéops, même si un tel chantier paraissait hautement improbable en si peu de temps, que si la Grande Pyramide marquait avec précision les équinoxes, c'était le hasard, que la Grande Pyramide en relation avec le nombre pi et le nombre d'or était là encore l'effet du hasard, que la coudée était une dimension prise au hasard, qu'on ait réalisé par hasard la seule pyramide possible qui puisse faire un pont entre la coudée, pi, le nombre lié précis, possédait un haut savoir astronomique et bâtissait avec les mêmes techniques antisismiques sans jamais laisser aucune indication, c'était le hasard. Que si autant de sites sacrés étaient alignés sur un cercle aussi long que notre équateur, c'était le hasard. Que si certains rapports de distance donnaient la valeur du nombre d'or, c'était le hasard. Que si cette dimension indiquait la vitesse de rotation de notre planète, c'était le hasard. Que si on trouvait l'indication de la valeur de la vitesse de la lumière dans la Grande Pyramide, c'était encore et toujours le hasard. Deux hypothèses se présentaient alors. Hypothèse A, il fallait vraiment que l'on revoie le sens du mot hasard, car s'il accomplissait autant de miracles, il vaudrait mieux qu'on l'appelle Dieu. Hypothèse B, on se disait que trop de coïncidences tuaient la coïncidence, que notre histoire comportait des lacunes, peut-être aussi vertigineuses que les découvertes de mon informateur, et qu'il allait bien falloir envisager de rechercher une explication rationnelle aux énigmes de notre passé. Qui dans le passé, tel qu'on le connaît, aurait pu réaliser tout ceci? Les Égyptiens? Ils n'avaient aucune idée de la possibilité de mesurer la Terre, encore aurait-il fallu. Pourquoi pas une civilisation bien plus ancienne, qui aurait totalement disparu? Je trouve l'hypothèse des extraterrestres plus intéressante parce qu'on... Si l'on considère les accidents possibles sur Terre, avec la dérive des continents, les volcans, etc., voire les impacts... avancées que celles que nous connaissons aujourd'hui, aient pu vivre sur notre Terre. Si rien ne s'opposait à cette hypothèse, qui apparaissait comme la plus probable, et les croyances, même de ceux qui s'en prétendent détachés. Mais la réalité, c'est que tous ces faits, aussi incroyables qu'ils paraissent, sont tous vérifiables, et qu'on ne peut pas les nier sans preuve. Si nos civilisations terrestres aujourd'hui venaient à disparaître subitement, pour une raison... Et il semblait connaître la vitesse de la lumière. Après des années d'enquête, j'eus à ce moment la conviction que tout ceci avait été fait dans un but précis. J'ai longtemps hésité avant de vous livrer ce qui va suivre.
Mais j'étais allé trop loin pour me taire. Et surtout taire l'immense... Il nous faut prendre un peu de recul et faire un petit retour en arrière dans le passé, le 2 mars 1972 aux États-Unis, lorsque fut lancée la sonde spatiale Pioneer 10. On plaça à son bord cette petite plaque sur laquelle on avait gravé cet étrange dessin. Formes géométriques donnant des informations quand on les analyse. Des millénaires avant la plaque de la sonde Pioneer 10, les bâtisseurs de la Grande Pyramide semblaient avoir fait exactement la même chose. À la différence près qu'elle n'aurait pas été destinée à une autre civilisation dans l'univers, mais à une civilisation de la Terre dans le futur, la nôtre. Nous allons maintenant quitter le terrain des constatations et des faits pour entrer ensemble dans celui plus incertain des suppositions et des hypothèses. Envisageons qu'il s'agisse d'un langage, et donc d'un message. Le concevoir et le réaliser à de telles dimensions, en prenant toutes les précautions nécessaires pour qu'il reste lisible des millénaires plus tard, démontre clairement son extrême importance. Selon mon informateur, si les bâtisseurs avaient marqué aussi précisément l'équinoxe, c'était pour attirer notre attention sur un grand cycle astronomique important lié à notre planète. Si on repère précisément une étoile dans le ciel, cette étoile apparaîtra décalée d'1 degré 72 ans plus tard. Il lui faudra environ 26 000 ans pour faire un tour complet et revenir à sa position initiale. Cette durée de 26 000 ans représente un cycle qu'on appelle le cycle de précession des équinoxes. Pour repérer la position étoile. Ainsi, les constellations visées par le regard du Sphinx de Gizeh ont varié au cours des âges. Le pyramidion trouvé au pied de la pyramide rouge de Snéfrou contenait une autre information d'importance. Il mesurait précisément 12 coudées de périmètre et la présence de pi indiquait qu'on faisait référence à un cercle. Un cercle divisé en 12 parties, un zodiaque. Les 4 angles de la Grande Pyramide remplacer le scorpion et le Verseau l'ange, comme on peut le voir aux façades de nos cathédrales. À ces 4 signes sont associées 4 étoiles parmi les plus brillantes du ciel, jadis baptisées les gardiennes du ciel. Ce sont Aldébaran dans la constellation du Taureau, Régulus dans le Lion, Antares dans le Scorpion et Fomalhaut au sommet des Poissons à notre époque, mais anciennement dans le Verseau, avant la modification faite par les astronomes modernes. Ces étoiles paraissent toujours conserver la même position entre elles et servent donc de point de repère fixe à travers le temps. Cet axe représente l'axe Taureau-Scorpion, anciennement Taureau-Aigle, que les Babyloniens représentaient par un taureau ailé. Celui-ci, c'est l'axe Lion-Verseau, ou Lion-Ange selon l'appellation ancienne, dont on trouve sa représentation ici même sur le plateau de Gizeh. C'est le Sphinx, une tête d'homme sur un corps de lion. Selon la théorie dominante, pourtant contestée par de nombreux géologues, le Sphinx aurait été construit après la Grande Pyramide. Ce triangle, aux proportions de la Grande Pyramide mais 5 fois plus grand qu'elle, relie son sommet à celui de la Petite d'un côté et de l'autre, il passe par la tête du Sphinx. Si on dessine le carré de base de la Grande Pyramide et qu'on le fait glisser bord à bord contre elle, alors l'axe passant par le côté droit intercepte encore la tête du Sphinx au même endroit. Si l'on trace un cercle dont le centre est le croisement entre cet axe et celui-là, m'expliqua que le site de Gizeh fonctionne comme une horloge astronomique dont le cadran est marqué par ces 4 étoiles. Le regard du Sphinx forme l'aiguille de cette horloge. Je lui fis remarquer que sans point de départ sur ce cercle, on ne pouvait pas savoir où en était exactement ce cycle.
Il pointa alors une bosse sur la poitrine du sphinx que les Arabes appelaient Al-Kalb al-Assad, le cœur du lion, et que jamais personne n'avait encore expliqué. Al-Kalb al-Assad était aussi, coïncidence de plus, le nom que les Arabes donnaient à l'étoile la plus brillante de la constellation du lion, Régulus. Qui commence par 4 pieds, continue sur 2 et achève sur 3? Souvenez-vous de la réponse. C'est l'homme et c'est son destin. Le nom arabe du sphinx, Abu al-Hol, signifie le père de la terreur, rappelant probablement ainsi sa raison d'être et sa fonction. Mon informateur ajouta que lorsque les yeux du sphinx viseront précisément l'étoile Régulus, c'est-à-dire que l'axe du sphinx sera aligné sur l'axe Lion-Verseau, alors débutera un nouveau cycle de précession des équinoxes. Voilà donc selon lui la raison d'être du site de Gizeh, une gigantesque horloge, l'horloge de notre planète, qui fait un tour complet en 26 000 ans. La pyramide qui marquait les équinoxes, sa précision d'orientation, la géométrie du site de Gizeh tout entier qui révélait encore bien des surprises. Notre climat, mais sans qu'on sache si c'est progressivement ou brutalement. J'allais fouiller les écrits anciens. On trouvait curieusement dans les mythes, légendes et croyances d'un grand qui semblait étrangement correspondre au récit de Platon et à la disparition de la fameuse Atlantide, histoire rejetée par la science moderne. Le quatrième soleil est le soleil d'eau. Pluie et inondations détruisent cette humanité et cette création, quelque chose de très semblable au déluge de la Bible. Le cinquième soleil, c'est un soleil de mouvement, la somme de la terre, de à travers des séismes énormes quand les dieux en décideront. Indépendamment de la conduite des hommes, c'est simplement le cycle vital qu'avaient décidé les dieux eux-mêmes et qui doit s'accomplir. On ne prend pas ces légendes au sérieux, mais grâce au progrès de la science, on s'aperçoit peu à peu qu'elles semblent pourtant reposer sur des bases factuelles. Il y a d'autres de barrages naturels qui ont recouvert les terres de masses d'eau extrêmement importantes et auxquelles aussi totalement disparu à cette époque sans que personne ne sache véritablement pourquoi. On peut dire qu'il y a des tas d'espèces qui ont probablement disparu, mais comme elles n'ont pas été conservées, on répondra à cette question quand il y aura les moyens humains et matériels pour y répondre. Des dizaines d'espèces avaient totalement disparu, des forêts entières étaient qui me tournait. Il fallait chercher ailleurs. Si l'horloge de Gizeh renvoyait au cycle de précession des équinoxes, quel équateur et coïncidence, ce point se trouvait précisément au centre d'oscillation du pôle magnétique terrestre, qui était, ce que j'ignorais, différent de notre pôle Nord. vitesse de 40 km environ par an. Ce que l'on sait aujourd'hui, avec l'instrumentation que l'on maîtrise aujourd'hui, c'est que ce phénomène d'oscillation augmente. Et là, c'est très troublant. Était-ce la raison de ce cercle de 40 000 km et de son décalage de 30 degrés, nous indiquer un lien entre les équinoxes et le pôle magnétique? Car j'appris aussi que ce pôle magnétique s'était plusieurs fois inversé. On compte à peu près une bonne centaine d'inversions des pôles. On ne savait pas pour quelle raison cette inversion se produisait, mais certains scientifiques pensaient qu'il pourrait y avoir un rapport avec le Soleil, qui lui aussi inversait parfois ses pôles magnétiques. Des inversions s'étaient déjà produites, mais on ne savait quasiment rien sur la question. Sur les conséquences directes liées à l'inversion du pôle magnétique et aux conséquences de cette inversion. On observait d'importantes modifications de notre climat. On avait constaté l'accélération du déplacement du pôle magnétique, mais nous n'étions pas prêts à faire face à quoi que ce soit. Une des conséquences les plus probables de l'inversion des pôles magnétiques est la Avec notre atmosphère, le champ magnétique de la Terre filtre les radiations venant de l'espace. Ces antiques prophéties prenaient alors un nouvel éclairage.
Elles n'étaient plus des prédictions, mais des prévisions, basées sur des connaissances réelles. Et si, par ces énigmatiques constructions, les bâtisseurs avaient souhaité nous mettre en garde contre un événement cyclique et prévisible, que leur est-il arrivé? Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai si longtemps hésité avant de vous livrer ces conclusions. Car cette quête entreprise aux confins de l'origine de notre civilisation m'a entraîné là où j'aurais préféré ne pas aller. Planète, une civilisation généreuse au point de vouloir avertir la suivante d'une menace potentielle, et au même moment de s'apercevoir que le temps nous était probable. Ayant côtoyé quelques-uns des plus farouches opposants à ce genre de thèse, qu'ils repoussent sans même les considérer, je ne doute pas du sort que risque de subir ce film. Ce travail sera probablement déformé, pris en défaut sur des détails et sorti de son contexte pour être ridiculisé, ou pire, on attaquera les personnes sans répondre à leurs questions. Seuls les faits comptent, et mon informateur se tient à la disposition de tous ceux qui voudraient participer à ce gigantesque travail de compréhension auquel il nous invite tous. Car selon lui, les actuels changements de notre climat sont les prémices de ce bouleversement annoncé par les bâtisseurs. Bien que cette thèse soit effrayante dans ses conclusions, on ne peut rien en dire sans la vérifier. The constant, superior design number of mathematics, 1.618. The Creator has always used the very same number in numerous events in the universe. In our heart pulses, the aspect ratio of DNA spiral, and the special design of the universe, which is named as dodecahedron, and the leaf array rules of plants, which is named as phyllotaxy, in the snowflakes crystals, in the spiral structure of numerous galaxies. The Creator has used the same number, the number of golden mean, 1.618. It is observed that this ratio is applied to the pyramids of Egypt, like it was applied to various famous architectural works. Famous astronomer Kepler defines this number as a precious treasury. Expert Dr. Stephen Markout was proved as a result of his 25-year-long study that human faces and bodies designed pursuant to this ratio are accepted as beautiful by every single person in the world. If the aspect ratio of any form is 1.618, then this form is convenient to golden mean. Perfect design. So, where is the golden mean point of the Earth? The proportion of distance between Mecca and the North Pole to the distance between Mecca and the South Pole is exactly
1.618, the golden mean. Moreover, the proportion of the distance between the South Pole and the city of Mecca to the distance between both poles is again 1.618. The miracle is not over yet. The golden mean point of the earth, according to common location language of mankind, graticule map, is in the city of Mecca. The proportion of eastern elongation to the western elongation, which are determined as solstice line from Mecca, is again 1.618. Moreover, as shown in the figure, the proportion of western elongation of Mecca to the solstice line to the perimeter of the earth on this very latitude is surprisingly the golden mean, 1.618. The golden mean point of the earth, for all mapping systems, even though they vary by a few kilometers, is always within the city borders of Mecca, within the holy region that includes Kaaba. You can measure very sensitively the distance between any 2 points with the help of Google Earth's ruler feature. If you wish, you can verify the correctness of the given ratios by calculating latitude and longitude with a simple calculator. The Phematrix program is an American program that is used to show golden mean of pictures and paintings. If we accept the graticule map of the Earth as an alive painting whose depth never ends and open it in this program, we will find out that the golden mean point of the Earth is the city of Mecca. With respect to positive longitude and latitude values and being on the lands, not the sea, the only golden mean point of the Earth is Mecca. Miracles continue. The golden mean miracle in the Mecca verse of the Quran. There is one unique verse in the Quran that includes Mecca word and an expression that tells there are clear evidences within the city which will give belief to humanity. The relation between the city of Mecca and the golden mean is clearly engraved in the Ali Imran Surah, 96th verse. The total number of all letters of this verse is 47. Calculating the golden mean of letter total, we find out that the word of Mecca is expressed by 47 divided by 1.618 equals 29. There are 29 letters from the beginning of the verse till the word Mecca. Just like it is in a world map. If only one single word or letter was missing, this ratio could never be constituted. Without any imbalance, we have conducted the very same process that we conducted on the Earth map and witnessed the glorious coherence of letter numbers that reveals the relation of Mecca and the golden mean. All this shows that the creator of the earth and mathematics is the same one God. Back a description that created Kaaba, holy region, and the Quran. He reminds whole humanity that knowing the future and common languages of humanity, he gave clues for them. A newer invention on the relation between the golden mean, Mecca, Kaaba, and the Quran becomes revealed in each single day. In the figure, it is shown that the measurements with golden mean compass, also known as Leonardo compass, indicate that the city of Mecca is located on the golden mean of Arabia,
while Kaaba is located on the golden mean of the city. The probability calculations indicate that all these facts cannot be a mere coincidence. Try to survive with miracle news in holy books, with the golden mean of the world, where the holy mystery is about the Jesus the Christ and the Prophet Muhammad, and with scientific proofs.